Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, grâce aux journées portes ouvertes du réseau Twiza, je me suis rendu chez André. Il habite pas loin de la baie de Saint-Tropez. Et puis là, je me suis rendu compte de son univers qui était incroyable. Alors non seulement il a fait une maison tout à fait atypique, il est parti d'un chalet au milieu des bois. Alors il a isolé au niveau de l'extérieur avec des bottes de paille. Il nous montrera aussi comment il a procédé pour faire une dalle en béton de Liège. Les murs intérieurs ont été tout à fait décroutés. Et puis son sol, tant qu'à faire, autant faire une dalle en terre. Pour l'extension, il a fait une ossature bois isolée avec de la paille, et puis il a recouvert un mélange tout à fait particulier. Je vous laisserai découvrir. Et puis surtout, il y aura bientôt un escalier qui sera fait avec un magnifique arbre en chêne liège pour rejoindre sa mezzanine. Le point culminant de cette visite, sans aucun doute, est son système d'approvisionnement en eau. Pour le béton de Liège, il y a 3 volumes de liège, un demi-volume de sable et un volume de chaux NHL 3.5. Voilà. Et donc ça c'est coulé. Donc on fait un coffrage et on coule. Donc là j'ai coulé sur 25 puisqu'il y a 22 de bottes de paille dessus. Donc l'idée c'est de faire une semelle. Donc la semelle elle arrive jusque là. Et elle arrive jusque là et donc les bottes s'appuient sur cette semelle. Donc ça n'empêche pas les remontées capillaires mais quand même ça les limite. Et pour éviter vraiment la remontée capillaire, j'ai mis entre ce soubassement et la paille du liège en rouleau. Vous voyez ce que c'est? Le liège en rouleau, la fin de 4 mm, pas besoin de beaucoup. C'est juste pour couper la remontée capillaire s'il y en a une. Franchement, j'y crois pas, mais là, on est assuré de tout ça. Voilà. Et donc ici, en plus du reste, il y a cette même semelle qui descend sur 50 cm de profondeur. De façon à éviter les ponts thermiques. Enfin, limité par rapport à la terre ici, qui peut réchauffer en surface l'été ou être froide l'hiver. Donc là ici j'ai mis un drain là-dessous à 50 cm de profondeur, qui est rempli de sable, de façon à éviter, parce que c'est le seul endroit où l'eau peut rentrer dessous, quoi, pour éviter au maximum que ça puisse rentrer, d'autant que j'ai pas de gouttière, donc tout tombe là-dessus, ça fait un peu des flaques. Donc je casse tout, il a fallu que j'enlève tout ce qui était entre les pierres, donc là j'en ai sorti encore je sais pas combien de mètres cubes, dans la poussière. Et puis à la fin, on a pris le parti de faire du mur à pierre vue. Donc laisser quelques pierres vues et avec un enduit chaussable plutôt clair, le plus clair possible. Voilà, donc vous voyez le type de pierre que c'est, c'est la mica-schiste. Et j'ai rajouté quelques quartz, parce qu'il y a beaucoup de quartz ici. Un peu dans... Ah oui, alors ça c'est un trompe-l'œil, ce truc-là. C'était pour faire croire que le mur continue en pierre, alors que c'est de la brique. Donc, juste je leur ai demandé d'intercaler des pierres de temps en temps pour assurer la continuité, mais on voit quand même que c'est plus plan, c'est plus... Voilà. Rouge, que je cherchais de la terre bien rouge. Du sable à trancher que j'ai récupéré aussi à Méhoun, ou pas Méhoun, à côté là, bon, bref, je sais plus. Et c'est un sable aussi très rouge, c'est un sable de brique, parce que je voulais justement ce côté rouge. Après dedans il y a du métacaolin. Le métacaolin c'est plutôt blanc et c'est une argile un peu pure. On va dire. Après les dosages, je ne sais plus, il faudrait que je les retrouve. Mais juste les substances, voilà. Donc ça c'est les matières. Il y a de la pouzzolane dedans. Donc là on la voit par exemple la pouzzolane quand on voit des petits bouts qui sont un peu noirs. Là c'est de la pouzzolane qui dépasse. Voilà, ici on la voit peut-être un peu mieux là en l'occurrence. Voilà. Et dedans il y a de la paille d'épeautre et de la paille de lin. J'ai récupéré de la paille de lin pour les petites fibres et les grosses fibres. Voilà, donc et il manque quelque chose, mais je ne sais plus quoi. J'ai peut-être tout dit. Bon, du sucre. Voilà. Ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu un petit peu de vinaigre. Un peu d'eau. Si. Donc il y a de la chaux, je vous ai dit, c'est par bétonnière de 400 kg, il y avait 25 kg de chaux en pâte. Et je vais y penser à ça. Et d'huile de lin. Voilà. Et d'huile de lin. Donc un litre d'huile de lin par bétonnière de 400 litres, quoi, en gros. Voilà. Et donc, ça a été posé, ça a été tiré à la règle, petit à petit, jusqu'à ce que ça a été fini. Et ensuite, ça a mis à peu près 2 mois à sécher. Donc, cet été, j'étais dehors, et je ne pouvais même pas rentrer, ou quasiment pas. Je suis passé l'hélicoptère. Vous savez ce que c'est que l'hélicoptère? C'est un truc qui tourne, un peu comme une cireuse, comme j'ai là-bas, qui tourne avec des lames qui vont serrer en surface pour le faire le plus dense possible, justement pour éviter les fissures. Donc il est au bon dosage au niveau argile-sable. Et donc là c'est armé avec du crottin de cheval. Donc c'est du crottin de cheval que c'est plus chiant, c'est qu'il faut les déliter. Et après on en met une certaine dose jusqu'à ce qu'on voit à peu près l'aspect. Et ça c'est rempli avec ça. Donc ça en fait quand même pas mal, ça fait des centaines de litres tout ça.
Voilà. Et donc moi j'ai eu beaucoup, heureusement qu'il y avait Twiza qui était là, parce que j'ai un problème de canal carpien, donc au bout de 3-4 heures de faire ça, et j'en ai pour une semaine à me reprendre. Donc je peux plus faire ces enduits-là, donc j'ai demandé justement, et il y a un jeune architecte de Marseille, là, enfin d'école d'architecture qui est venu, il m'a fini tout ça, le bas là, et heureusement qu'il était là, de façon à ce que je puisse continuer à pouvoir aménager. Maintenant je vais chercher du monde pour faire la suite là-haut, parce qu'il y a encore du taf quoi. Pour au moins que pour l'été ce soit isolé, et qu'il y ait moins de pénétration d'air chaud à ce moment-là. La prochaine étape sera de remplacer l'échelle métallique pour accéder à sa mezzanine par un magnifique escalier fait à partir de son arbre en chêne-liège qui se trouve devant le bâtiment. Mon eau, elle est riche en soufre, donc ça sent l'œuf pourri. Je vais vous le faire sentir, à l'intérieur je vais le faire remplir, vous verrez. Il y a du fer qui est sous forme dissoute et du manganèse sous forme dissoute parce que c'est réduit. Vous connaissez l'oxyde de réduction? Ça vous dit quelque chose? Non. Je suis un peu chimiste à la base pour ça. Et donc c'est sous forme soluble, on ne le voit pas. Et dès qu'on l'oxygène, à ce moment-là, ça fait des oxydes et donc ça fait de la rouille. Oxyde de fer rouille, oxyde de manganèse noir. Voilà. D'accord. Et donc ça, derrière, ce que je vous expliquais, ça bouche le goutte à goutte pour par exemple là où ça salit toutes les pièces de la maison. Et si ça avait été par exemple pour boire, ça aurait posé des soucis ou pas? Non, c'est dégueulasse à boire. Ouais, voilà. Si tu bois quelque chose qui sent l'œuf pourri, la rouille, c'est pas top. Voilà. Ah. Donc là il y a le forage donc à 80 mètres. Donc je vais vous le lancer juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est celle du filtre, ça là. Alors, en ce moment il est artésien donc il coule tout seul et vous voyez que c'est plein d'oxyde de fer là. Oui. Ça c'est ce qui sort du forage. Elle est de cette couleur. Tu l'as considérée comme une eau médicinale. Ah ouais. Voilà, donc là je remplis avec de l'eau qui vient de 70 mètres de profondeur. Donc l'idée c'est d'envoyer l'eau sur la paroi pour qu'elle s'oxygène. Donc là j'amène de l'oxygène pour qu'il y ait des précipités. Alors si vous voulez, vous pouvez voir là-dedans la tronche que ça a. Ça c'est lourd. C'est du forage, ouais. Faut que tu mettes ton pied sur le bord là et tu te penches. C'est vraiment de l'eau de source, hein. Ça c'est de la qualité eau de source. Voilà. Donc bon, il n'y a rien de spécial, c'est juste que vous voyez un peu les oxydes, etc. Il y a l'odeur. Ça c'est la première, c'est du stockage. Elle est pas mal, hein, donc je stocke jusqu'à 1 mètre cube d'eau là-dedans. Mais l'idée c'est vraiment de la faire aérer, de la faire reposer. C'est-à-dire que là quand elle sort, si vous la prenez, vous la regardez, elle est bleue turquoise même. Ouais. Au bout de 2 heures, elle est marron. Oui, à cause de l'oxydation. Ok. Ça va. C'est toujours débrancher le forage parce que un coup de tonnerre et ça grille la pompe. Bon, enfin voilà. Donc l'idée c'est d'oxyder ici. Et ensuite, ce que je fais, c'est que... Alors, je vais vous expliquer que là, c'est le filtre à sable. Oui. Donc un filtre à sable avec un système de répartition pour que ça soit homogène sur la surface. Il y a au minimum 70 cm de sable. C'est du sable de qualité assainissement. En gros, c'est celui qu'on conseille pour la réhabilitation des systèmes d'assainissement en zone argileuse. Donc j'étais obligé d'aller le chercher à Draguignan, parce qu'ici on n'en trouve pas. Ou pas beaucoup, en tout cas pas du bon. Donc c'est un sable spécifique, lavé, avec des angles spécifiques, mais bon, il faut prendre du sable d'assainissement. Il faut au minimum 70 cm de hauteur. Donc là, il y en a 80. J'ai pris un peu de marge. Et j'ai utilisé ces trucs-là parce que c'était ce qui coûtait le moins cher. Sinon, on pouvait le faire avec du bois, avec des planches en bois, avec un bout de plastique pour isoler de l'humidité, ou bâtir avec des briques ou n'importe, voilà, ou couler. Voilà, et donc l'idée c'est... et donc il y a une rampe de répartition et dessous il y a un drain. Donc pareil, c'est des drains où alors c'est... En gros c'est un tube PVC comme celui-là, mais avec des trous de 1 mm quoi. C'est du 1 mm 5 ici, 1 mm en bas, enfin bon, il y a toute une règle à suivre. Voilà, et donc, hop, j'ouvre. Je comprends pas le système de répartition, c'est quoi? Tu vas voir. Ça... Et ouais, tu vois, c'est... Tu vas voir. D'accord, en fait, là il y a 72 trous. De l'eau sur la surface arrosée. Ok, ça y est, je vais comprendre. Voilà. Non, mais c'est pour ça que c'est plus facile de le montrer. Je pensais que c'était la répartition de la caillasse. Voilà. C'est un système, on peut en imaginer d'autres. On peut imaginer un système rotatif comme un arroseur. On peut, voilà, il y a différentes choses. Moi j'ai utilisé celui-là parce que c'était plus simple pour moi. Bien, et voilà, bon, il y a quelques trous qui sont bouchés, donc il va falloir que je m'en occupe. Mais globalement, ça suffit largement. Donc là je fais une bâchée d'à peu près 50 litres. Voilà.
Parce que je sais que... Ah, lui, ouais, c'est parce 38. que- Ah oui, c'est 50 litres par 50 Alors, litres, c'est ce que tu as Je vais vous expliquer parce qu'il y a tout un calcul à faire. Je vais le fermer. Il y a tout un calcul à faire. C'est-à-dire sur les 800 litres, alors j'ai fait un test dans une bouteille plastique où j'ai mis une certaine quantité de sable, un volume donné, un demi-litre par exemple. Et dedans on verse un verre d'eau, donc avec une quantité donnée. Et on récupère une certaine quantité. Donc la différence entre ce qu'on a mis et ce qui est là, c'est ce qu'on appelle l'eau liée. L'eau liée, elle est entre les grains de sable, les micros, oui. c'est par capillarité que ça tient. Et c'est sur ce volume-là qu'on va jouer. C'est-à-dire que par exemple ici, il est de 6% du volume du sable. C'est-à-dire sur 800 litres, j'ai 6% de 800 litres, 6 x 8, 48, 50 litres d'eau liée. Et c'est cette eau-là qui est de l'eau qui est traitée. Et c'est pour ça qu'il faut laisser du temps de respiration, parce que dans un filtre à sable, ce qui se passe, c'est que vous mettez de l'eau. L'eau, elle va descendre, elle va jusqu'en bas. Donc elle va pousser l'eau liée. Donc ce que vous mettez là, vous récupérez l'eau liée qui est restée pendant plus d'une heure, voire plus. D'accord. Et donc qui a été oxydée, qui a été aussi, puisqu'il y a des bactéries, etc., qui a été épurée. S'il y a de la matière organique, par exemple. Et donc on récupère l'eau liée, donc qui a un temps de séjour quand même qui est de plus de 2 heures, quoi. D'où le fait que c'est quasiment une autre source en dessous. Et cet effet, c'est un espèce de piston, puisque vous mettez de l'eau, et donc l'eau descend, et forcément elle aspire de l'air en descendant. Et donc chaque fois, c'est pour ça qu'il faut le faire par bâcher, et jamais en continu, de façon à ce qu'il y ait aspiration, enfin, Et on après, ça repousse le re- gaz carbonique et on aspire de l'air. Et l'eau, c'est jamais l'eau qui est là qu'on va récupérer, mais c'est l'eau qui était liée à l'intérieur. Tout à fait. Donc en dessous, il y a un système de drain, et il y a 2 citernes, enfin non, il y a 300 litres, non, attendez, si 300 litres de stockage d'eau dessous. Donc je peux faire plusieurs bâchers et stocker l'eau là-dedans. Et ensuite j'ai une petite pompe. Voilà, donc j'ai pris une petite pompe de camping-car. Elle est là. Là aussi, il va falloir que je te dise. Donc, c'est les petites pompes, hein, 40 € sur le bon coin. Et donc, je la démarre. Voilà, là comme ça. Là, il faut que je mette un système de régulation donc, pour faire des bâchers automatiques. Là, je viens de recevoir le système, mais quand vous achetez des nez d'eau, ce qu'on appelle les nez de robinet pour le jardinage ou des électrovannes, elles fonctionnent qu'avec la pression. Or là, il y a zéro, quasi zéro. Donc il a fallu que je trouve sur internet une vanne quart de tour équipée d'un cerveau moteur. Et donc on ferme le truc. Et donc là, il peut y avoir zéro pression, ça fonctionne. Donc il faut que je l'installe maintenant avec un programmateur. Bon, enfin voilà, là c'est en train d'envoyer soit dans la citerne, soit dans mon bac en hauteur. En haut, dans le Donc champ. j'ai juste un manœuvre de vanne à faire pour aller d'un côté ou de l'autre. Et cette petite pompe suffit pour monter tout là-haut? Bien sûr. Elle Elle fait combien, fait 3 bars. Elle peut... Donc il y a un système de... Tu sais, dans les camping-cars, quand tu fermes ton robinet, ça l'arrête. Oui. Donc à 3 bars, ça l'arrête. Donc ça veut dire 3 bars, 30 mètres d'eau. Ça monte sur 30 mètres d'eau. D'accord. C'est là. Mais à un débit de 8 litres minutes, c'est pas un gros débit. Donc c'est pour ça que cette 50 mètres cubes, ça fait depuis le printemps dernier pratiquement que je la remplis 50 litres par 50 litres. Donc il faut anticiper. Mais une fois que ça sera automatisé, je serai tranquille parce que là je suis capable de produire 2 mètres cubes d'eau potable par jour hein, avec ça. Si c'est optimisé. Ouais. Si c'est optimisé. Ah ouais. Voilà. Donc ça, l'hydrogéologue avec qui j'ai bossé, qui est à la retraite maintenant, on bossait vachement ensemble quand je bossais à l'agence de l'eau dans le Vaucluse. Et lui, il était passionné, il a travaillé dans le monde entier. Et il m'a dit, pendant 40 ans, j'ai essayé de mettre en place ça en France, il n'a pas réussi. Il a réussi juste de faire ça au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Il m'a dit, tu sais que c'est le premier en France à être en fonctionnement. Donc il va venir faire des mesures et il voudrait publier un article Tu là-dessus. sais que là, il y a 1 million de personnes qui vont te regarder maintenant sur Internet, c'est fini, hein? Ok. Ben justement, j'aimerais bien monter j'ai fait la proposition parce que dans le golfe de Saint-Tropez, tout le monde est sur forage avec ces problèmes-là et il n'y a personne qui trouve de solution. Et donc moi, j'aimerais bien créer une entreprise pour... Et du coup, je mets tes coordonnées et prendre Voilà. contact avec toi. Et au moins mettre en place un pilote. Quoi. Bien sûr. Tout à fait. Parce que ça, c'est petit pilote. Ça, je peux faire le truc qui fait 10 fois cette taille-là. On peut le faire. Voilà. On peut le faire.